Bon, désolé de ce faux départ. Alors, je vais vous présenter cette conférence sur le traitement chirurgical du pied plat valgus idiopathique chez l'enfant. Alors, voilà le plan qu'on va suivre. Donc, je vais revenir sur des points essentiels du bilan préopératoire. Ensuite, on verra la manière de poser l'indication d'une correction chirurgicale. J'exposerai quelques techniques, en particulier celles que j'utilise le plus. Et on finira par discuter les indications des techniques en fonction des différentes déformations. Donc, concernant le bilan préopératoire, je vais insister sur quelques éléments fondamentaux et je vais insister sur l'examen en décubitus dorsal parce que c'est dans cette position que va se dérouler la chirurgie et donc on va apprécier la qualité de la déformation et la correction obtenue. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur tous les examens en charge, que ce soit l'examen clinique, les radios en charge et même des scanners en charge maintenant, mais c'est aussi capital de faire un examen clinique, d'être très habitué à l'examen en décubitus dorsal parce que c'est ce qui va guider la chirurgie, d'autant que les autres moyens d'évaluation en scopie ou en péropératoire, ça va être limité par rapport à l'appréciation tridimensionnelle du pied. Et donc, c'est seulement la répétition de l'examen auprès du patient qui va permettre au chirurgien d'acquérir une certaine expertise dans l'appréciation de la déformation et de la réductibilité. Le premier élément de l'évaluation de la déformation, c'est le valgus, donc, qui est défini par l'angulation latérale dans le plan coronal entre l'axe du tibia et l'axe du calcaneus. On l'évalue en empaumant le talon, en faisant ce qu'on appelle un cliché de Méhari avec la main, c'est-à-dire qu'on va apprécier le passage de l'axe tibial par rapport à la coque talonnière. Normalement, l'axe tibial il doit passer à la jonction à peu près tiers médial, 2 tiers latéral de la coque talonnière. Donc, on va effectuer cette évaluation en position spontanée et en position de correction du talon pour apprécier la réductibilité du valgus. L'abduction va, elle, se juger en vue plantaire. Normalement, on doit avoir un alignement entre l'axe du 5e métatarsien et le bord latéral du calcaneus. Et quand il y a un angle ouvert en dehors, ça va caractériser l'abduction. La supination, c'est un mouvement de torsion de l'avant-pied par rapport à l'arrière-pied selon un axe antéro-postérieur, avec un mouvement qui se fait dans le sens de l'élévation de la colonne médiale. Donc, sur le plan de la physiopathologie, l'hypothèse, c'est que cette supination elle est secondaire au valgus de l'arrière-pied et ça permet d'avoir un appui métatarsien qui va se faire de manière harmonieuse. Et c'est quelque chose qu'il faut bien corriger parce que si on ne le fait pas, ça va avoir tendance à favoriser les récidives. Donc là, on voit qu'en position spontanée, alors que le valgus est important, l'axe des métas est bien perpendiculaire à l'axe de jambe, mais quand on corrige le valgus de l'arrière-pied, l'axe des métatarsiens est oblique. Donc c'est ça la supination. Et donc, si on laisse le pied comme ça, quand le pied va se mettre en charge, l'avant-pied va tendre à se repositionner perpendiculaire l'appui des métatarsiens va tendre à se faire de manière homogène par rapport au sol, et donc ça va avoir tendance à emmener le talon en valgus, et donc ça va favoriser la récidive de la déviation. D'où l'importance de le corriger. C'est l'inverse de l'effet tripode qu'on observe dans les pieds creux antéro-internes dans les neuropathies périphériques. Et l'objectif, à la fin de la chirurgie, ça va être, une fois qu'on aura corrigé le valgus, de corriger ensuite justement l'axe des têtes des métatarsiens pour avoir de nouveau un axe des métatarsiens qui sera bien perpendiculaire par rapport à l'axe de jambe. Enfin, dernier élément clinique sur lequel je voudrais insister, c'est la recherche d'une rétraction du triceps. Alors, sur le plan de la physiopathologie, on pense dans la plupart des pieds plats idiopathiques chez l'enfant que le valgus de la soutalienne, c'est un mécanisme d'échappement à une rétraction tricipitale, donc ce qui permet de donner une fausse flexion dorsale. Et la supination va également agir comme une fausse flexion dorsale. Donc là, on voit, quand on est par vue médiale, que quand on corrige le valgus, on a l'impression que la tête du premier métatarsien est toujours légèrement élevée par rapport à l'axe de jambe. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier l'évaluation de la rétraction tricipitale par la voie latérale, parce qu'on ne va pas être faussé par la supination. Donc, il faut mieux se baser sur le bord latéral, sur le 5e métatarsien, pour apprécier
la rétraction tricipitale en position de varus du talon. Et on fera cette évaluation genou fléchi et genou tendu pour différencier une rétraction qui va toucher soit que les gastrocnémiens, soit une atteinte du solaire associé. Sur le plan des radiographies, donc elles viennent compléter l'examen clinique pour l'analyse de la déformation. Je vais rappeler quelques mesures. Alors, l'angle de Méhari, qui est l'axe entre le premier métatarsien et l'axe du talus, qui caractérise le plat, et avec un angle qui doit normalement faire 180 degrés. La divergence talocalcanéenne qui, elle, caractérise le valgus, avec sur une vue dorsoplantaire un angle qui doit être normalement de 20-25 degrés et sur le profil de 30 à 35 degrés. Et l'axe du cinquième métatarsien par rapport au bord latéral du calcanéum qui va caractériser l'abduction avec un angle qui est normalement est de 180 degrés. Donc voilà, on a revu l'équivalent radiographique des mesures qu'on a fait cliniquement juste avant. La radio, elle va avoir également pour intérêt de rechercher les causes secondaires des pieds douloureux, que sont les coalitions du tarse, là une coalition calcanéo-naviculaire, et les os naviculaires accessoires. Enfin, les radios vont permettre de classifier le pied plat selon la classification de Bourdet, donc c'est basé sur la série de Necker enfants malades. Alors, il y a 4 sous-types de pieds plats qui sont identifiés: sous-talien, médio-tarsien, mixte et les pieds plats creux. Dans le pied plat sous-talien, on va avoir une déformation qui va être uniquement dans la sous-talienne, donc c'est un déplacement entre le talus et le bloc calcanéo-pédieux. Donc on va avoir un valgus qui va être quasiment isolé, on aura très peu d'abduction, et on va avoir une cassure de la ligne de Méhari qui va se faire dans l'articulation talo-naviculaire. Le pied plat médio-tarsien, donc c'est plus une cassure médio-tarsienne, on va avoir un valgus qui va être peu ou pas augmenté, une abduction qui, elle, va être importante, et une cassure de la ligne de Méhari qui va se faire plutôt dans l'articulation cunéo-naviculaire. Le pied plat mixte, qui va associer les 2 déformations précédentes, c'est la forme la plus fréquente. Il va y avoir de manière associée le valgus et une abduction, et la cassure de la ligne Méhari peut, de manière variable, siéger sur l'une, l'autre ou les 2 articulations talo-naviculaires et cunéo-naviculaires. Le pied plat creux, qui est une forme beaucoup plus rare. Donc, sa caractéristique principale, c'est d'avoir un pied creux un creux sur l'arche latérale, avec une cassure de la ligne de Méhari qui est plutôt habituellement sur l'articulation cunéo-naviculaire. Alors, ensuite, on va voir maintenant comment est-ce qu'on pose les indications chirurgicales. Alors, l'élément principal, c'est le caractère symptomatique de la déformation. Il n'y a pas de place pour la chirurgie préventive, étant donné la très bonne tolérance sur le long terme des pieds plats, parfois même importants. Donc, les éléments principaux, c'est rechercher des douleurs, une fatigabilité, une limitation des capacités sportives, voire du simple périmètre de marche, et une nécessité de faire des pauses sur des marches prolongées. Cependant, quand on est au début de la décompensation d'un pied plat, qu'on voit un patient pour la première fois, ce n'est pas forcément facile de prendre la décision d'une chirurgie. Et dans ce cas-là, on va s'aider de 2 critères secondaires. Alors, le premier, c'est l'insuffisance du tibial postérieur. Normalement, quand on se met sur la pointe des pieds, on doit avoir une varisation du talon par le fait que le tibial postérieur va prédominer sur les fibulaires. Et en cas d'un pied plat en cours de décompensation, comme on voit du côté gauche, on va avoir un défaut de varisation du talon, voire parfois une impossibilité de se mettre sur la pointe des pieds. Le second critère, c'est la découverture talonaviculaire. Alors, ça se base sur une étude de Moubarak qui a revu 135 pieds plats et qui a retrouvé que le fait d'aboutir à un traitement chirurgical était fortement corrélé à l'importance de la découverture talonaviculaire. Dans cette étude, ils ont retrouvé que l'angle de découverture moyen était de 25 degrés dans le groupe non opéré contre environ 40 degrés dans le groupe opéré. Ainsi, l'insuffisance du tibial postérieur et la découverture talonaviculaire ne sont pas des critères formels d'indication chirurgicale, mais leur présence doit inciter à un interrogatoire plus poussé concernant les répercussions du pied plat valgus sur le quotidien de l'enfant, parce que l'enfant ne va pas forcément se plaindre
parfois, il va se restreindre de lui-même, il va moins sortir, moins jouer avec les copains, plus faire des jeux vidéo, par exemple. Et c'est vrai qu'il va petit à petit se refermer, se restreindre par rapport à ses activités. Et donc, il n'y aura pas forcément une plainte qui va être bien exprimée. Et quand on a ces éléments que sont l'insuffisance du tibial postérieur et la découverture, donc non seulement on va pousser un peu l'interrogatoire, mais on va peut-être proposer une surveillance un peu plus rapprochée. Alors, concernant les techniques disponibles, donc on va les ranger en 4 familles, donc les repositionnements, les ostéotomies, les arthrodèses et les gestes sur les parties molles. Alors, les gestes de repositionnement, c'est des gestes qui s'adressent à des déformations souples, c'est-à-dire réductibles par manœuvre externe. Donc, elles consistent à la mise en place d'un implant temporaire qui va avoir pour objectif un remodelage des surfaces articulaires et ou une retention des structures capsulaires et tendineuses. Donc, c'est des gestes qu'on va plutôt réaliser chez des enfants plus jeunes. On verra ça tout à l'heure. La durée préconisée de la mise en place des implants est variable, allant de 1 à 3 ans. La première intervention de ce type-là qui a été décrite, c'est l'intervention du Cavalier. Ça consistait à mettre en place une vis talo-calcanéenne, donc avec un point d'entrée situé dans la tête du talus. Il ne fallait pas la mettre, c'est une intervention qu'on ne fait plus trop actuellement, une vis qu'il fallait mettre plutôt assez antérieure pour pas qu'elle se retrouve dans le col du talus et qu'elle limite la flexion dorsale par un conflit avec la marge antérieure du tibia lors de la flexion dorsale. Un passage de la vis qui était assez antérieur, qui devait être en avant de l'articulation soutienne postérieure et en avant du ligament, ouais, pour pas l'abîmer. On voit sur le cliché post-opératoire qu'on a une bonne correction de la divergence talo-calcanéenne, un bon alignement de la ligne de Méhari, mais on voit aussi qu'on a une élévation persistante du premier métatarsien, ce qui témoigne de la supination qui n'a pas été corrigée. Les implants soutaliens qui sont assez à la mode, alors qu'ils sont à visser ou à impacter et qui sont mis en place par un petit abord latéral dans le sinus du tarse. La taille du plot et son degré d'enfoncement vont régler la quantité de correction. Et dans cet exemple, on voit qu'on a une bonne correction de la divergence, de la ligne de Méhari. Et on a aussi une correction de la supination qui a été associée par une ostéotomie du premier cunéiforme. L'autre procédure qui est fréquemment décrite dans les repositionnements, c'est la vis calcanéostop. C'est celle qui a actuellement fait l'objet de plus de publications chez l'enfant. Donc, le calcanéus est positionné en varus pour dégager le point d'entrée dans le sinus du tarse. Il y a une vis qui est mise en place à ce niveau, et il s'agit habituellement de vis cannulée de diamètre 6,5. Et l'objectif, c'est que lorsque le calcanéus est relâché, la tête de vis agisse comme un butoir qui empêche la bascule excessive du calcanéus en valgus. Sur les radios, on voit la qualité de la correction obtenue avec un alignement qui n'est pas parfait, mais qui est quand même bien meilleur de la ligne de Méhari, une bonne amélioration de la divergence talo-calcanéenne. On voit et une bonne correction de l'abduction également. On a un bon alignement entre le bord latéral du 5e métatarsien et le bord latéral du calcanéus. On voit cependant qu'il y a probablement une rétraction tricipitale qui n'a pas été corrigée avec une incidence du calcanéum qui n'est pas corrigée. On voit le calcanéus qui est toujours bien horizontal. À noter que par rapport à l'intérêt de cette technique, c'est que comme la vis elle est fixée dans l'os, il n'y a pas d'expulsion des implants comme on a avec les implants soutaliens. Les suites opératoires de ces interventions de repositionnement sont à peu près similaires pour toutes les techniques. On a une immobilisation par attelle qui n'est pas impérative, mais qui peut avoir un effet antalgique, et un appui qui est repris dès que possible. Alors, les ostéotomies, il y en a de nombreux types. Je vais vous décrire l'ostéotomie de la tuberosité calcanéenne, l'allongement du calcanéus et les gestes sur la colonne médiale. Alors, l'ostéotomie de la tuberosité calcanéenne, donc ça permet une translation médiale pour permettre une correction du valgus de l'arrière-pied. Donc, le fait d'avoir cette translation médiale, ça va faire que le point d'application du poids du corps va être médialisé. Donc, on va avoir
un moment valgisant qui va être transformé en moment varisant sur le plan de l'application du poids du corps. On va également médialiser le point d'insertion du tendon d'Achille par rapport à l'articulation sous-talienne. Et donc, on va modifier un bras de levier valgisant en bras de levier varisant. Et la synthèse se fait habituellement par vis, mais on peut également utiliser des broches ou des agrafes. L'allongement du calcanéus. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir un allongement extemporané du calcanéum avec de multiples effets. On va avoir un effet de poussée antérieure qui va corriger l'abduction, un effet de poussée postérieure qui va corriger le valgus. Les deux vont contribuer à une diminution de la découverture talo-naviculaire. Alors, le mécanisme de correction de la voûte plantaire s'explique par le caractère inextensible de l'aponévrose plantaire. Et de ce fait, l'allongement du calcanéus ne peut se faire qu'en augmentant la cambrure du pied, et le greffon va faire office de clé de voûte de cette arche plantaire. Donc, on réalise une ostéotomie transversale du calcanéum, environ 15 mm en arrière de l'articulation calcanéo-cuboïdienne. L'ouverture de l'ostéotomie se fait à la pince distractante. On cherche habituellement un allongement d'une dizaine de millimètres. Il faut éviter de trop allonger parce qu'on va créer un phénomène d'hyperpression calcanéo-cuboïdien qui entraîne des subluxations, voire des dégradations de l'interligne. La synthèse se fait habituellement par broche. Il y a des plaques qui ont été également décrites. Concernant l'interposition, classiquement, c'est des greffons tricorticaux, mais l'utilisation de coins d'hydroxyapatite semble avoir également montré de bons résultats. Sur les radios, on voit la bonne correction de la ligne de Méhari, la bonne correction de la divergence talo-calcanéenne, l'augmentation de l'incidence calcanéenne qui est tout à fait remarquable, et également la correction de l'abduction de l'avant-pied sur la face dorsoplantaire. Alors, les gestes de la colonne médiale, donc eux, ils vont avoir pour objectif la restauration de l'arche médiale et surtout la correction de la supination. Personnellement, donc on peut faire des ostéotomies de fermeture du premier cunéiforme, de fermeture plantaire, d'ouverture dorsale, et également été décrit des arthrodèses cunéo-naviculaires. Je réalise habituellement des ostéotomies du premier cunéiforme par fermeture plantaire. Ce qui est important dans cette technique, c'est d'orienter légèrement le trait en distal vers la base du deuxième métatarsien. Ça facilite les mouvements d'abaissement, de mobilisation du premier métatarsien. Et il faut bien casser la corticale dorsale de manière à ce qu'il ne persiste qu'une charnière périostée, parce que sinon on n'arrive pas à bien corriger. Et la synthèse se fait habituellement par agrafe, ça peut se faire également par vis ou par broche. Les suites opératoires sont à peu près les mêmes dans toutes les ostéotomies. Bottes sans appui pour 6 semaines. Quand il y a des broches, habituellement on les enlève au bout de 6 semaines. Le port d'une orthèse plantaire dans l'année qui suit et un travail de renforcement des muscles varisants est habituellement préconisé. Les gestes d'arthrodèse, alors c'est exceptionnellement indiqué dans les pieds plats idiopathiques et on les réserve surtout aux échecs des interventions non enraidissantes. Donc, c'est des interventions qui ont un très très fort pouvoir de correction et l'objectif, ça va être d'obtenir une fusion entre les interlignes talo-naviculaires, calcanéo-cuboïdien et talo-calcanéen. Là, on voit sur cet exemple qu'en plus, il y avait un valgus du tibia distal et donc il a été corrigé dans le même temps opératoire. Enfin, les gestes sur les parties molles. Donc, c'est des gestes de remise en tension ou des plastiques de renforcement. Les structures concernées sont le ligament calcanéo-naviculaire plantaire et le tendon du tibial postérieur. Chez l'enfant, c'est des gestes qui sont accessoires, ils sont toujours associés à des gestes osseux.
parce que si on les réalise de manière isolée, ça aboutit systématiquement à des échecs. Donc, on peut les réaliser en associant d'une correction architecturale du pied, mais jamais de manière isolée. Enfin, les indications. Donc, les indications, elles vont se baser sur la classification qu'on a décrite tout à l'heure. Donc, le pied plat sous-talien, donc on a principalement un valgus sans abduction. Chez les enfants avant la puberté, on pourra proposer un repositionnement, soit avec un implant sous-talien, soit avec une vis calcanéostop. Dans ce cas-là, et alors quand les effets, pardon, chez les adolescents ou chez les adultes jeunes, on va plutôt privilégier une osteotomie de la tuberosité calcanéenne parce que les capacités de remodelage nécessaires par rapport au geste de repositionnement isolé sont dépassées. Et il ne faut surtout pas faire dans ce cas-là d'allongement du calcanéus parce qu'on va induire une adduction, donc on va induire une déviation qui n'existe pas. Et il ne faudra pas oublier d'associer, si nécessaire, et ce qui est quand même nécessaire dans la majorité des cas, un geste pour correction de la supination, plus ou moins un geste de retention des parties molles et très très souvent également un allongement du triceps, que ce soit fasciotonomie du triceps ou un allongement d'Achille. Dans le pied plat métatarsien, on a un valgus qui est modéré et une abduction. On va alors réaliser un allongement du calcanéus, plus ou moins associé aux gestes complémentaires qu'on a déjà discuté. Le pied plat mixte, également une indication d'allongement du calcanéus, plus ou moins les gestes associés. Et dans le pied plat creux, là, il ne faut pas faire d'allongement du calcanéus parce que sinon, on va aggraver le pied creux latéral. Et à ce moment-là, il faut plutôt faire un geste sur la colonne médiale et principalement une arthrodèse cunéo-naviculaire. En cas de déformation importante, il ne faut pas hésiter à multiplier les procédures. En particulier, si on veut faire un allongement du calcanéus, le risque à vouloir trop allonger, c'est d'induire une dégradation de la calcanéo-cuboïdienne. Et si l'allongement avec 1 cm d'allongement et si la correction est insuffisante, il faudra mieux associer une osteotomie de la tuberosité plutôt que de vouloir faire un surallongement du calcanéum qui, lui, sera délétère. Et en tout cas, on va plutôt privilégier de réaliser de multiples ostéotomies plutôt que de passer directement à une triple arthrodèse, compte tenu de l'enrôdissement que ça va entraîner et des risques de dégradation des interlignes adjacents que ça va pouvoir entraîner sur le long terme. En conclusion, donc l'examen clinique, c'est un élément qui est capital pour l'analyse de la déformation, pour la décision de la chirurgie et pour le dosage de la correction en péropératoire. J'insiste beaucoup sur l'importance de l'analyse en décubitus dorsale. On n'opère que les pieds plats symptomatiques. Il n'y a pas de place pour le traitement préventif, même sur des pieds qui sont très déviés et qui peuvent rester complètement asymptomatiques tout au long de la vie. Tout ça, ça fait que les indications chirurgicales en pratique sont très rares comparées au volume de patients qu'on voit avec des pieds plats en consultation. Le programme chirurgical, il doit absolument obtenir une correction de toutes les déformations. Donc, il ne faut pas hésiter à multiplier les gestes d'ostéotomie si nécessaire, pas négliger la correction de la supination et également corriger l'allongement du triceps qui est présent, avec une rétraction qui est présente dans la majorité des cas et qui est également pourvoyeuse de récidive si ce n'est pas corrigé. Je finis par remercier le docteur Khoury avec qui j'avais préparé cette conférence. Et je vous remercie de votre attention. Merci Camille. Est-ce que vous avez des questions à poser à Camille? Par rapport à, moi, je vais en avoir quelques-unes. Après, c'est vrai que ça reprend les grands critères de, finalement, même la prise en charge du pied plat valgus de l'adulte. Qu'est-ce que tu te fixes comme limite d'âge? Qu'est-ce que tu attends de la croissance? Est-ce qu'il y a des déformations symptomatiques qui peuvent se corriger avec la croissance?
Je t'entends plus. Tu as coupé le micro, je pense. Ah ouais. Globalement, c'est. Attends, je vais mettre. Voilà. C'est très banal chez les enfants d'avoir des pieds plats jusqu'à l'âge de 6-7 ans, hein. La formation de l'arche plantaire est relativement tardive. Après, bon, là, j'ai axé mon topo essentiellement sur le traitement chirurgical. Je n'ai pas détaillé le traitement, le traitement non chirurgical, mais qui a peu d'influence sur l'évolution de la forme des pieds. C'est-à-dire que ce soit les semelles orthopédiques, le kiné, ça va avoir un effet sur la symptomatologie, sur les douleurs, mais on ne considère pas que ça a une influence sur le cours évolutif de la déviation. Et donc, bah, on est un petit peu spectateur de l'évolution de la déformation du pied, avec, dans la majorité des cas, des pieds plats qui, même à manière parfois un peu choquante, restent complètement asymptomatiques. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas, à mon sens, de limite d'âge. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de considérer les répercussions sur, Oui, sur, sur l'enfant ou l'adolescent. le quotidien des enfants. C'est ça, Mm. pour moi, l'élément principal qui va dicter les indications. Alors, après, il faut aussi considérer que dans la gêne que vont ressentir les enfants, en particulier les ados, il y a aussi une part qui est liée à l'accélération de la croissance, hein, au Oui. cours de la croissance. Donc, on va avoir la croissance, ça se fait par le squelette. Toutes les structures qui sont autour grandissent par étirement. Et donc, quand les os s'allongent vite, ça tire fort. Et en particulier, dès qu'on va avoir un pied qui va être un peu valgus, on va avoir une augmentation de la tension des structures médiales, en particulier sur le tibial postérieur, une symptomatologie de tendinopathie du tibial postérieur, plus ou moins associée à un os naviculaire accessoire. Et c'est vrai que, en particulier, quand il y a un os naviculaire accessoire, ça va être pour moi quelque chose qui va pousser à temporiser au maximum, parce que c'est des pieds qui, souvent, une fois la poussée de croissance passée, Calme. Mm. ne seront plus douloureux. Ils sont C'est toujours ça. plats valgus, mais une fois qu'on a passé la phase de poussée de croissance, ils vont beaucoup mieux. Alors, dans ces cas-là, en général, ils sont assez bien soulagés par les orthèses plantaires et par une kiné adaptée. Mhm. Euh, le tout, c'est de pas les laisser non plus en galère. Et c'est vrai qu'en ça, à mon sens, le fait d'évaluer la compétence du tibial postérieur, et je trouve que la mise sur la pointe des pieds, c'est un examen qui est quand même assez rentable par rapport à ça, et Ouais. sur la radio, la découverture talonaviculaire, je trouve que c'est ces deux éléments qui, chez des jeunes qui sont en difficulté, doivent faire se dire, bah, là ça va pas aller, enfin, Ouais, ça va. je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette conférence. D'autres questions? A priori, non. Bah, écoute, merci Camille. Je pourrais vous poser rapidement une question à Camille. Vas-y, je t'écoute. Merci beaucoup pour les classifications, parce qu'effectivement, les pieds plats, il y en a plusieurs. Mais est-ce que les enfants te disent où est-ce qu'ils ont mal? Parce que selon le pied plat, le type de pied plat, ils ont ou bien mal à l'interne, à médial, ou latéral. Puis j'insiste surtout sur le conflit talocalcanéen, sur l'angle de Gissane. Est-ce que tu as la même expérience? Est-ce que tu regardes exactement où est-ce qu'ils ont mal pour décider du traitement? Non, non, ça ne guide pas le type de traitement. Alors, dans les douleurs qu'ils vont avoir, ils vont avoir des douleurs à la fois liées à la distraction des structures médiales, le tibial postérieur, les structures ligamentaires, mais on va avoir aussi des douleurs latérales d'hyperpression, avec, alors, dans des cas très évolués, même des conflits entre la malléole fibulaire et le calcanéus. Euh, mais, mais à mon sens, les douleurs vont guider le traitement, mais le fait qu'ils localisent les douleurs plutôt médiales ou latérales, ça ne va pas ni m'orienter sur le fait d'opérer ou pas, ni sur le type de technique que je vais utiliser. Ah bon, ok. C'est vraiment plus l'évaluation clinique et l'évaluation radio qui, à mon avis, doivent orienter le type de technique chirurgicale. Oui, c'est la déformation que tu Ouais, corriges pas à pas en fonction des déficiences que tu constates avec l'examen clinique. exactement. Mm. Très bien, bah, écoutez,
je pense qu'on va pouvoir conclure cette conférence. Bonne soirée à tous. Merci Ouais. Camille. Je te laisse déconnecter l'enregistrement. Raoul. À bientôt. Bonne soirée à tous.